Notre guide nous a dit que quelqu'un avait été tué là-bas. Ils rapatrient le corps sur notre vol. Sur notre vol pour Honolulu? Oui, ils sont sur le point de l'embarquer à bord. Et sinon, à part ça, vous avez passé de bonnes vacances? C'était ma lune de miel. Ah, félicitations. Ah, c'est formidable. Tout s'est passé comme vous l'espériez? Votre femme n'est pas avec vous? Oui, c'est vrai ça, où est-elle? Ne le prenez pas mal, mais lâchez-moi la grappe. Et c'est ainsi que commence The White Lotus. Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véro. On sent qu'il y a une petite tension qui s'installe. Il y a une petite tension, comme le dit l'affiche, Paradise is no vacation. Ben oui, non, on a beau être au paradis et les choses ne sont pas forcément paradisiaques pour autant. Ce qu'on entend ici, c'est les premières secondes de la série The White Lotus. Je précise qu'il y a 2 saisons disponibles actuellement. C'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que les 2 saisons sont indépendantes l'une de l'autre. Il ne faut pas avoir vu la première pour regarder la seconde. Ce sont de nouveaux personnages. Le fil rouge, c'est le White Lotus, c'est le nom d'une chaîne d'hôtels. Par exemple, ici, on était à Hawaï pour la saison 1. La saison 2, on sera en Sicile avec d'autres personnages. Il y a juste un personnage qui revient, ça je ne vais pas spoiler, mais parce que la dynamique entre ces saisons est toujours la même, l'auteur tient à dénoncer finalement, ou à mettre en avant en tout cas des travers qui lui sont chers visiblement, et surtout les relations de pouvoir qui lient en fait les uns et les autres. On est dans une satire sociale, une satire de mœurs aussi. Dans ce White Lotus va se jouer comme ça des mini-drames. On va monter en puissance. Je vais rapidement pitcher et je vais reprendre la suite de l'extrait que vous prenez ici. Donc on a Shane, jeune marié, il l'explique, il parle de sa semaine de manière assez négative puisqu'il y a eu une mort violente, ça on va le découvrir. C'est d'ailleurs ce qui va nous rester dans un coin de la tête, puisqu'on va toujours se dire au fil des 6 épisodes, mais finalement ça va être lui, ça va être elle qui va succomber. Il y a quand même cette forme d'intrigue, peut-être quelqu'un du personnel, mais voilà, après ces quelques secondes on fait un flashback d'une semaine en arrière, on se retrouve sur un petit dinghy, un petit bateau qui ramène comme ça une série de touristes visiblement privilégiés vers ce fameux White Lotus où ils sont accueillis sur la berge par Armand, un très obséquieux directeur d'hôtel, accompagné de sa troupe d'indigènes qui sont comme ça au garde à vous. Oui, obséquieux et voilà, et assez vaniteux, on va le voir, ça va lui jouer des sacrés tours. Et donc il faut vite rapidement dresser le portrait robot des principaux personnages. Ils sont, on va dire, il y a 3 pôles. Il y a d'abord le personnage, la famille Mosbacher, famille traditionnelle, de 2 grands enfants, un couple un peu usé. Elle, Nicole, elle est femme d'affaires. On comprend qu'elle est PDG d'une énorme boîte de la tech, genre Google ou Apple, quelque chose de cet ordre-là. Lui, il est un peu plus niais et compte bien sur ses vacances pour justement renouer un peu les liens entre la famille. Il y a la grande fille qui est jeune étudiante d'université, qui sait tout mieux que tout le monde, pro-militante woke, qui est accompagnée de sa meilleure amie Paula, qui elle est justement boursière à cette même université et qui est un peu le faire-valoir finalement d'Olivia la fille. Et puis il y a le grand-fils de 16 ans qui lui est vissé sur son téléphone, qui joue à longueur de journée avec les écouteurs sur les oreilles. Ça, c'est un personnage en soi, la famille Mosbacher. Il y a le jeune couple en lune de miel, Shane et sa jeune épouse Rachel qui va tomber de haut au cours de cette lune de miel en découvrant un visage qu'elle n'imaginait pas par rapport à son nouveau mari. Et Tania, c'est la riche héritière, désespérément seule, qui consomme les gens comme elle consomme ses pilules amaigrissantes et ses compléments alimentaires. Et voilà, tout ce monde-là va se retrouver dans cet hôtel et on va avoir une atmosphère qui va nous faire monter en tension. Il y a une musique lancinante dans cette série, il y a des images magnifiques. Je vous le dis, on est au paradis, donc il y a des prises de vue qui vont contraster avec les drames qui se jouent en coulisses. Donc ici, on s'intéresse aux relations de pouvoir. En tout cas, moi, c'est l'angle qui me frappe le plus. On va d'abord, par exemple, s'intéresser à une intrigue entre le directeur de l'hôtel, ce fameux Armand que je vous disais très obséquieux, et Shane. Tout ça à cause d'une erreur de réservation. En gros, Shane reproche au directeur de l'hôtel de ne pas avoir été dans la chambre que sa maman chérie lui avait réservée pour sa lune de miel. Or, il est quand même dans la plus belle des chambres, mais il veut pas lâcher l'affaire. Et donc, il y a une espèce de bras de fer qui va opposer les 2 personnalités, mais aussi, surtout, les 2 personnes qui ont des classes différentes. D'un côté, on a Shane, à qui tout est dû. Il est millionnaire de père en fils, entre guillemets. Il est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Et de l'autre côté, on a ce Armand qui, lui, fait tout pour essayer de grimper finalement cette échelle. Il sert avec diligence, comme ça, cette classe supérieure. Mais en fait, il la méprise. On va le découvrir au fur et à mesure des épisodes. Il va finir par craquer, d'ailleurs, et retomber dans certains vieux démons. Et la morale, c'est que c'est Toddy les petits consproches, Véro, si on peut le dire comme ça, si je peux me permettre une petite expression bien locale, c'est que dans ces bras de fer, c'est toujours le moins nanti, je vais le dire comme ça, qui va perdre dans un combat qui opposerait face à des plus puissants, face à des plus riches. De l'autre côté, on a sa jeune épouse qui observe cette scène-là, ce combat entre coqs, et qui se sent évidemment délaissée après 3 jours de mariage, mais aussi qui va découvrir que finalement, elle n'est qu'une femme trophée, puisque elle, qui est une femme moderne, elle travaille, elle a fait des
études, elle est journaliste et elle entend bien persévérer dans sa carrière de journaliste, dont on comprend que c'est pas facile pour elle. Et lui, il lui renvoie avec un certain mépris que, non, pourquoi faire? Maintenant, il va subvenir à tous ses besoins. Qu'est-ce qu'elle aurait encore besoin de travailler? Elle va être une bonne soccer mum, comme on appelle. Vous savez, les mamans football, les mamans qui conduisent à droite à gauche les enfants tout le week-end et qui boira son verre de chardonnay le soir avec ses voisines en parlant des dernières bêtises du petit. Du coup, en fait, ils s'étaient pas entendus là-dessus avant leur mariage. Donc, elle tombe de haut. Là aussi, relation de pouvoir, forcément. Alors là, on est dans une relation, j'allais dire ancestrale, entre le mari qui possède, le mari qui subvient aux besoins, qui offre la sécurité à une épouse qui doit être, du coup, par définition, soumise. Cette relation de pouvoir, on la ressent aussi dans le couple de Moss Baker. Comme je le disais, elle est très puissante, parce que directrice d'une très grosse boîte, et lui, son mari, moins, évidemment, et d'ailleurs, il a ce sentiment un peu d'être... excusez l'expression, mais castré. Finalement, il ne dirige rien dans sa famille, il ne régente rien. Et d'ailleurs, pour le symbole, il va passer les 2 premiers épisodes à être persuadé d'être atteint d'un cancer des testicules. Donc symboliquement, on souligne le trait aussi de manière un peu grosse. Mais voilà, et donc il y a cette dynamique qui s'oppose entre eux, sachant aussi qu'ils ont donc ces enfants et elle, cette grande fille qui tape sur le clou aussi, qui n'hésite pas à l'enfoncer allègrement et à reprocher à sa mère tous les maux de la société moderne, comme à tout occidental riche, cisgenre, qui aurait cramé la planète pour les générations futures. Et là, sa mère va quand même lui répondre qu'elle a l'alignement à géométrie variable, puisqu'elle est quand même ici à profiter de vacances de luxe, et donc elle a bon dos de venir cracher dans la soupe finalement. Ça, c'est un dialogue, je pense, qu'on entend souvent, donc un dialogue intergénérationnel entre ceux qui reprochent finalement à leurs aînés d'avoir tout gâché. C'est ce qu'on peut retrouver parfois dans des conversations. Et puis là-dessus, on va rebondir aussi, on a les locaux, on est sur l'île d'Hawaï. Hawaï, une ancienne colonie de ce puissant État américain qui aujourd'hui est devenu un État américain, mais un État dans lequel il y a visiblement encore une certaine ségrégation, puisqu'on comprend que, par exemple, tout le personnel de l'hôtel local est indigène, alors que le directeur et que la maison mère, bien sûr, est WASP. J'aime bien cette expression, je l'ai déjà utilisée il y a 2 semaines avec la série Succession, et on revient toujours, white américaine, anglo-saxon, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est vraiment la caste un peu privilégiée américaine. Et le ton est comment? Le ton est caustique, le ton est perçant, drôle, on sourit, mais on n'éclate pas de rire. Le but n'est pas recherché, il n'y a pas des gags, on n'est pas dans des situations comiques. On est dans des épisodes d'1 heure, il y a une atmosphère qui s'installe, je vous dis, qui monte crescendo, 6 épisodes, donc on a 6 heures de série, c'est assez serré pour arriver à ce climax. Il y a eu un meurtre, il y a eu une mort violente, n'oublions pas que derrière ces relations et ces échanges qui fusent, il y a des dialogues qui sont évidemment très très bien écrit, parce que l'intrigue avance par ces dialogues. Il n'y a pas de scène d'action, et évidemment. Et puis, c'est ces personnages. C'est ces personnages qui font avancer l'action, c'est leur psychologie, c'est comprendre les relations qui les unit ou les désunit, justement, et tout ce qui les caractérise dans leur moi profond, et les manières dont ils essayent d'exister, de renvoyer une certaine image, alors qu'ils sont contraints par leur éducation, leur environnement, le contexte, à demeurer dans une case. Et je pense ici aussi au moins nanti, parce qu'on s'intéresse à ce personnel, on s'intéresse à la directrice du spa qui va être prise sous l'aile de Tania, la milliardaire, qui va lui faire miroiter un investissement colossal pour qu'elle puisse enfin ouvrir son propre spa. Et puis, un quart d'heure plus tard, un homme célibataire passe dans la pièce, elle a déjà changé d'avis, elle est passée à autre chose. Vous voyez, ce genre de personnage qui consomme les gens. Jennifer Coolidge, c'est ça? Jennifer Coolidge, qu'on a connue à l'époque dans American Pie, qui jouait la mère de Stifler. C'est ça qui avait fait sa carrière à l'époque et qui revient ici en grande forme. Elle a gagné des Emmy Awards pour ce rôle. Ou dans La Vengeance d'une blonde. Ou dans La Vengeance d'une blonde. Elle est excellente aussi dans ce rôle de femme auto-centrée, terriblement auto-centrée, qui n'a aucune empathie finalement pour le monde qui l'entoure. Et c'est un peu aussi l'idée que ces riches finalement sont complètement déconnectés du monde qui les entoure, du monde dans lequel ils vont de temps en temps s'intéresser. Ils font mine d'avoir une certaine empathie, mais au fond d'eux, ils ne comprennent pas les codes, et vice-versa, puisque on comprend aussi que les moins nantis, ceux en bas de l'échelle sociale, n'ont pas les bonnes cartes, ils comprennent à peine les règles du jeu, et donc chacun doit rester à sa place. The White Lotus, donc 2 saisons qui peuvent se voir de manière indépendante, mais en tout cas avec beaucoup de plaisir quand même, malgré tout. C'est délectable. Grâce à vous. Merci beaucoup, Julien Gilles.